puisque la série de 4 cours que va nous donner Eleanor Robson s'intitule le cunéiforme de la tablette d'argile au téléphone portable, je me suis dit que ma présentation, mes notes, il ne fallait pas que je sois vieux jeu avec du papier, donc du coup j'ai préparé ça sur mon téléphone. C'est la première fois que je fais ça, j'espère que je ne vais pas être trahi par la technique, je n'ai pas vérifié l'état de mes piles avant de commencer. Plus sérieusement, une brève présentation d'Eleanor Robson pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, et qui est forcément une présentation partielle et partiale, parce que j'ai retenu les traits qui, à mes yeux, sont les plus saillants, mais je suis sûr qu'elle trouvera ce portrait un peu déformé, comme c'est toujours le cas. Alors voilà. D'abord, je dirais que Eleanor Robson s'est d'abord fait connaître dans le monde cunéiforme par ses travaux sur les mathématiques, puisque c'était le sujet de sa thèse de doctorat qu'elle a publiée en 1999. Et elle est restée fidèle à ce sujet en le renouvelant très profondément, et en particulier avec l'ouvrage qu'elle a publié en 2008, qui a été une tentative tout à fait nouvelle d'écrire une histoire sociale des mathématiques. Et non pas, comme souvent on faisait, de mettre l'accent sur les aspects purement technique, si je puis dire, mais au contraire d'essayer de voir comment les mathématiques s'intégraient dans le développement de la société du monde mésopotamien. Et ce livre a d'ailleurs reçu un accueil tout à fait enthousiaste de la part non seulement des assyriologues, mais aussi de beaucoup d'autres gens, puisque une des caractéristiques d'Eleanor Robson, je crois on peut le dire, c'est de faire connaître la civilisation mésopotamienne bien au-delà des cercles traditionnels. Elle a aussi participé à ce qu'on peut appeler l'aventure du corpus électronique de la littérature sumérienne, et elle a publié de nombreux travaux sur cette littérature sumérienne, et une de mes fiertés comme éditeur de la revue d'assyriologie, c'est de lui avoir suggéré, à la suite du colloque de 2001 de Bagdad qui célébrait les 5000 ans de l'invention de l'écriture, de publier donc son article sur la maison N de Nippur, qui est une des maisons de Nippur où on a trouvé le plus de tablettes scolaires, et c'est un des articles de la revue d'assyriologie qui est le plus téléchargé, puisqu'on a maintenant des compteurs qui permettent de voir les téléchargements, et on le voit bien dans la littérature, dès qu'il est question des écoles, cet article est toujours cité. Eleanor Robson a eu aussi des activités d'éditrice. Alors là aussi, il faut faire une sélection. Bien sûr, on ne peut pas faire autrement que de citer le mémorial pour Jeremy Black, dont la disparition a été pour tout le monde quelque chose de très dur. Et puis, je dirais de façon moins douloureuse, mentionner l'Oxford Handbook of Cuneiform Culture, qu'elle a coédité avec Karen Radner lorsqu'elles étaient toutes les deux collègues à Londres, et qui est un ouvrage... Alors j'y ai participé, je ne devrais pas en dire du bien, mais j'ai lu les autres aussi, et je dois dire que c'est vraiment un ouvrage collectif extrêmement intéressant, et dans lequel j'ai pu voir à quel point le travail des éditrices avait été bien au-delà de ce qui est souvent le cas. C'est pas simplement rassembler les gens et mettre son nom sur la couverture, mais il y a eu vraiment un travail pour essayer de faire en sorte que les communications se répondent les unes aux autres, etc. De ce point de vue-là, c'était très agréable de participer à cette aventure éditoriale. Une autre caractéristique d'Eleanor Robson, c'est son implication très forte dans les humanités numériques. Alors, j'ai déjà parlé de l'ETCSL, et puis il y a de nombreux projets dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant ORAC, les corpus cunéiformes richement annotés, dont
notamment, mais il y a beaucoup d'autres choses, mais le projet Geography of Knowledge autour d'un certain nombre de bibliothèques qui ont été l'occasion de la production de nombreuses études, et il y en a encore à apparaître. Et puis, Eleanor Hobson est aussi une épigraphiste de terrain, et elle va nous partager son expérience récente concernant les textes découverts dans l'Irak du Sud, à Tel Khyber, et le thème qu'elle a choisi pour ces 4 cours va lui permettre en quelque sorte de faire la synthèse entre ces préoccupations aussi variées. Donc je la remercie d'avoir accepté cette invitation. Je la remercie aussi d'abandonner la langue de Shakespeare pour celle de Molière. Et puis sans plus tarder, Eleanor, je te donne la parole. Je voudrais remercier en particulier le professeur Chapin et toute son équipe pour me rendre invitation et pour me réserver un accueil très chaleureux. Je vais parler en français parce que je pensais qu'il serait plus facile pour vous de me comprendre que si je parlais en anglais, peut-être trop rapide et trop compliqué. Mais je devrais expliquer que j'ai appris le français à l'école il y a longtemps, et bien que j'adore votre langage élégant, je sais que je dis mal. Je vous en prie, pardonnez-moi pour toutes les erreurs et les prononciations incorrectes. Je vais parler aujourd'hui et dans les prochaines conférences de la Mésopotamie, une civilisation qui représente à toutefois la première moitié de l'histoire mondiale et dans les paroles de l'historien Frederick Burra, une antiquité nouvelle. Car, quoi qu'en soit, maintenant que le sud de l'Irak était un des berceaux mondiaux de l'urbanisme, de l'écriture, il y a 5 millénaires, et répartait ses idées et ses modes de vie dans tout le Moyen-Orient ancien et au-delà, ces connaissances ont été découvertes seulement récemment, depuis les origines d'archéologie et le déchiffrement de l'écriture cunéiforme au milieu du XIXe siècle. Et cette découverte de la Mésopotamie, à côté de celle de l'Égypte, a créé des grands problèmes intellectuels en doublant la durée de l'histoire mondiale. Ces problèmes persistent, en outre parce que le cunéiforme est apparemment si difficile, si compliqué. Selon les manuels techniques de cunéiforme, il est composé d'environ 1000 signes différents, chacun d'eux se transformait au cours du temps et qui remplissait des rôles divers, selon son contexte, dans un mot, dans une phrase ou même dans une langue particulière. Par exemple, dans un manuel récent en anglais de la langue babylonienne, on lit que cette écriture cunéiforme est tellement épuisante qu'il ne faut pas la peine de l'apprendre. Mais si c'est vraiment le cas, pourquoi les gens ont-ils persisté dans l'utiliser au cours des 3 millénaires dans presque tout le Moyen-Orient, même après l'arrivée de l'alphabet, au fin du 2e millénaire avant? Comment concilier ces deux faits apparemment incompatibles? Avons-nous mal compris? Mais pourquoi ce problème est-il important? Parce que le cunéiforme est parmi les écrits les plus anciens, les plus persistants et les plus importants de l'histoire du monde. Néanmoins, pourtant peu de gens savent le lire, le comprendre, l'apprécier. Donc, les témoignages de la première moitié de l'histoire restent inaccessibles, surtout dans le Moyen-Orient lui-même, d'où ils proviennent. À l'heure actuelle, quand les restes et les témoignages des civilisations anciennes du Moyen-Orient sont menacés et risqués, il est devenu encore plus important que jamais de les documenter, de les mieux comprendre, de les rendre plus accessibles à tous ceux qui s'intéressent.
Donc, je propose que nous abordions ce problème en 4 parties. Aujourd'hui, je commencerai par étudier la Babylonie au 2e quart du 2e millénaire avant et revisiter ma jeunesse. Et c'est un temps quand beaucoup de gens savaient lire et écrire en cunéiforme. Qui étaient ces gens? Et comment ont-ils en appris? La semaine prochaine, on regardera les siècles derniers du cunéiforme, au fin du 1er millénaire, quand de moins en moins de gens l'utilisaient. J'en demanderai qui est-ce qui a changé. Aux 3e conférence, j'examinerai la redécouverte de l'écrit cunéiforme dans le 19e siècle, les débuts de l'enseignement moderne. On verra que plus ou moins ces méthodes ont demeuré inchangées jusqu'à nos temps. Pourquoi c'est-il un problème et qu'est-ce qui ne marche plus? Enfin, nous allons réfléchir au présent et à l'avenir. Nouvellement informés par l'histoire ancienne et moderne, comment peut-on améliorer l'enseignement et l'apprendre du cunéiforme pour tous, avec les technologies actuelles et nouvelles? Et comment peut-on s'assurer que les gens partout en profiteraient? Donc, commençons en Babylonie, au sud de l'Irak, au 2e quart du 2e millénaire avant Jésus. Le temps soi-disant paléo-babylonien. À ce temps-là, le cunéiforme était déjà un écrit très vieux, de plus de 1000 ans. Et beaucoup de gens savaient le lire et l'écrire. Pour la plupart, on produisait des textes pratiques, administratifs, juridiques et épistolaires en la langue acadienne, en nombre vaste, tandis qu'on écrivait quelques genres de textes intellectuels et religieux, la littérature, la liturgie, plusieurs branches de connaissances en la langue sumérienne. Nous examinerons tout d'abord la formation des scribes professionnels de la ville de Nippur au XVIIIe siècle. Puis, on va la comparer avec la formation d'un prêtre à la ville de Sippar, un siècle plus tard, qui employait lui-même des scribes professionnels. Enfin, je vous présenterai les découvertes d'un travail tout nouveau sur la formation des gens à la campagne au sud de l'Irak, au fin du VIe siècle. Un lieu et un temps que les historiens n'ont jamais pensé comme cultivé. Le site archéologique de Nippur, une cité de grande importance en Babylonie depuis le 3e millénaire, a été fouillé pour la première fois par une expédition américaine à la fin du XIXe siècle. On y a trouvé beaucoup de tablettes paléo-babyloniennes, surtout celles qui contenaient la littérature sumérienne. Mais leurs méthodes archéologiques étaient extrêmement défectueuses, même pour cette époque-là, et dont on savait seulement que ces tablettes-ci proviennent de la soi-disant Tablet Hill, la colline des tablettes, auprès du ziggurat central. Donc, après la guerre deuxième mondiale, une nouvelle équipe américaine a tenté de mieux comprendre cette colline. On l'a recherchée de nouveau. Dans cette nouvelle fouille, au chantier TA et TB, on a découvert que la colline était un quartier résidentiel de la vie ancienne, dans laquelle la plupart des maisons étaient assez petites et ramassées entre elles. Une parmi elles était un peu différente, parce qu'elle contenait non seulement quelques tablettes domestiques, comme toutes les autres, comme des contrats et des prêts, des achats et des ventes de terres, mais aussi jusqu'à 1500 fragments d'exercices scolaires, de simples exercices de kalam jusqu'aux extraits de la littérature sumérienne. Les archéologues les ont trouvés
utilisées comme matériaux de construction dans les murs et les planchers et les bancs autour de chambres. Quelques-unes ont été en train d'être recyclées dans une des plus belles dans la cour. Et on peut voir ici les poubelles. Ici. Mais personne ne les avait étudiées qu'en assemblage entier pendant presque 5 décennies, jusqu'à ce que j'en ai commencé à les examiner il y a 20 ans. En même temps, un collègue, Nick Veldhuis, était en train d'étudier un groupe de tablettes dites lexiques, c'est-à-dire les listes des signes, des mots et des phrases en sumérien, parfois traduits en akkadien, qui provenaient des fouilles les plus vieilles à Nippur. Et il a réussi à démontrer que ces tablettes n'étaient pas des dictionnaires de référence, mais les produits d'une formation scribale. Il y en avait 4 types de tablettes. Des grands blocs de type 1 à gauche, les types 2, les plus petites, les type 3 et les petites lentilles type 4. En particulier, selon Veldhuis, les types 2 lui étaient très intéressants parce qu'on avait utilisé différemment les rectos et les versos. Sur la moitié gauche du recto, un écrivain compétent, peut-être le professeur, écrirait un extrait choisi d'une liste standardisée des mots ou des signes. Et puis, à la droite, un débutant le copierait très soigneusement, effacerait et écrirait de nouveau le même extrait, jusqu'à ce qu'il l'a mémorisé. Quelquefois, après plusieurs effacements, les tablettes se sont cassées sur la ligne centrale. Puis, une fois que l'étudiant avait intériorisé le nouveau extrait, il tournerait la tablette au verso et commencerait à écrire de mémoire, à toute vitesse et sans aucun soin, un exercice qu'il avait déjà appris, ou l'extrait de juste avant, en finissant à se souvenir du nouveau. Avec les tablettes de la maison F, j'ai ensuite démontré que les étudiants ont appris des extraits du début des exercices, beaucoup plus souvent que de la fin. Environ 8 fois plus souvent. Donc, il n'était pas important d'intérioriser un texte entier. Il suffisait de tenter les premières parties. Ils ont utilisé les tablettes de type 4 et type 3 pour pratiquer et répéter ces actes de mémoire, respectivement avec le modèle d'enseignant sur le verso et l'étudiant sur l'autre côté, et sur les types 3, sans modèle à copier, avec seulement ce souvenir. Finalement, sur les tablettes de type 1, les grands, et quelquefois aussi sur des grands prismes en argile, les élèves produisaient de mémoire des textes entiers. Maintenant, mettons l'accent plus sur la belle écriture et moins sur l'exactitude du contenu. Et, une fois fini, ils jetaient les tablettes inscrites dans la poubelle de recyclage dans la cour, pour leur éventuelle réutilisation. Donc, les tablettes ne servaient que des supports éphémères. Les textes eux-mêmes duraient dans les têtes, dans les mémoires des gens qui les connaissent. Mais les élèves et l'enseignant de la maison F n'étaient pas des personnes très ordonnées. Et peu à peu, les vieilles tablettes s'accumulaient. Enfin, lorsqu'il fallait faire des travaux sur la maison, quelqu'un les a utilisées comme des petites briques et où elles trouvaient par les
archéologue américain presque 4 millénaires plus tard. Mais quels textes les élèves ont-ils acquis dans cette manière? Veldhuis a proposé, et j'ai réussi à en confirmer avec les tablettes de la maison F, qu'on commençait d'habitude avec les simples signes, surtout les syllabes, choisis pour leur simplicité visuelle et leur utilité dans les deux langues d'acadien et des sumériens. Et le voit ici, mama, ma'a, mama, ma, répétez les signes simples. À Nippur, il y avait deux listes tellement standardisées. L'une, qui s'appelle maintenant Syllable Alphabet B, était la préférée de la maison F. Dans des autres endroits, c'était la liste Tutati, qui est organisée par les sons des voyelles dans les triplets, selon les cas grammaticaux d'acadienne. Le nominatif U, l'accusatif A, le génitif I. Tutati, mumami, bubabi, uai, et c'est ça. Puis, après ça, on passait au nombre de personnes et des objets concrets. On la liste dite Ura, groupée par matériaux. En 6 chapitres, en ordre étroitement régulé. Et encore une fois, on commençait avec les objets au début, en bois, presque jamais on a fini avec les choses au fin du texte. Tout cela était suivi par des principes plus abstraits des relations entre les signes et leurs valeurs propres. Enfin, on était permis de tenter des phrases entières. La langue principale était toujours la sumérienne. Accessoirement, on apprenait aussi des noms en acadienne, mais on n'écrirait jamais des phrases, ni même des verbes en la langue acadienne à ce phase-ci de la formation en cunéiforme à Nippur à ce temps. Donc, dans la maison F, il y avait plus de 600 tablettes de type 1 à 4 avec ces exercices élémentaires. Encore une 700 étaient des tablettes littéraires qui constituaient des manuscrits d'environ 80 compositions différentes. À ce niveau supérieur de la formation, comme Paul Del Nero l'a démontré, on ne utilisait plus des tablettes de type 2 et de type 4, seulement de type 1 et de type 3. Au lieu de copier directement le modèle d'un enseignant, on lisait et on mémorisait un extrait plus long, typiquement de 40 ou 50 lignes, et puis le reproduisait de mémoire sur une tablette de type 3. Normalement, on pouvait traiter ainsi une composition entière d'environ 200 lignes en 4 tablettes. Quelquefois, on peut utiliser un recto vide pour pratiquer le calcul, comme vous voyez. Enfin, comme pour les exercices élémentaires, on se terminait par écrire le texte entier sur une grande tablette de type 1. Les sujets littéraires étaient d'une variété vraiment déconcertante. Des lamentations très tristes et sérieuses, jusqu'aux proverbes et dialogues humoristiques. Mais la grande partie de ces tablettes, plus de 70%, contenaient seulement 28 compositions différentes. Ils doivent également être des textes pédagogiques, car ils font mention des mots et des idées autour de l'écriture, de la lecture, du calcul, du scribalisme, 10 fois plus souvent que des textes qui ne se trouvent pas dans les contextes archéologiques de l'école. Et comme Steve Tinney l'a démontré, un groupe de 4 compositions et un autre de 10 se retrouvent souvent ensemble dans les mêmes catalogues anciens, sur les mêmes tablettes et d'habitude dans le même ordre. Et à ce moment, je
Je vous en prie, pardonnez-moi encore une fois parce qu'il était trop difficile pour moi de traduire de la sumérien à français. Donc, les deux extraits restent en anglais. Mais ceci, c'est un des textes les plus simples. Les quatre, le tétrade, comme disait Tini. Et on voit que les déesses sumériennes, comme Nisaba ici, ont offert les dons de l'écriture, de la lecture et du calcul aux rois. Et ces rois, ce sont de quelques siècles auparavant du 8e siècle. Pour les aider, on régnait avec justice et équité. Les scribes étaient les serviteurs des rois dans cette image, qui doivent exécuter ces idéaux sociaux en pratique. Et on voit encore un extra. Bien sûr, je doute que les rois babyloniens du 2e millénaire étaient spécialement justes en vérité, mais ils aimeraient penser qu'ils en étaient. Et plus important encore, ils voudraient que les autres, surtout les fonctionnaires, le croient. Dans la formation scribale de la maison F, enseignait aux élèves non seulement les éléments de l'écriture, de la lecture et du calcul à un niveau assez haut, elle enseignait aussi que les scribes étaient les serviteurs du roi et de leurs supérieurs. Ils devraient obéir à leur maître, et ce que formerait au sens moral de leur cadre professionnel. Mais, en réalité, qui étaient ces personnes qui habitaient à la maison F? Et qui enseignaient et apprendraient là-dedans? Il est impossible à en être certain, mais il existe des preuves assez suggestives. J'ai déjà dit que la maison F, comme toutes les maisons voisines, a contenu quelques documents d'archives associés à ses habitants. Dans le même niveau archéologique des tablettes écolières, la plupart de ces documents ont été datés aux années 60 jusqu'aux vingtaines du XVIIIe siècle. Hammurabi, le grand roi de Babylone, avait conquis Nippur en 1763, après quoi la vie avait passé plusieurs décennies en paix et en prospérité, jusqu'au 10e rang du règne de son fils Samtueluna. Ce dernier a brièvement perdu la ville au roi Rimsin de Lhasa en 1739. Comme l'historienne Elizabeth Stone l'a soutenu, ce conflit a apporté des changements sociaux majeurs à Nippur, lorsque les élites du temple établies ont fui et l'ordre urbain a été radicalement perturbé. À ce moment-là, de nombreuses maisons à Nippur, y compris la maison F, ont été abandonnées, au moins temporairement. Nous ne pouvons pas être entièrement sûrs de ceux qui vivaient dans la maison F pendant les décennies pacifiques avant la guerre, mais certains des documents juridiques trouvés là-dedans suggèrent une possibilité. Un homme nommé Ubar Baba. En 1769, il avait réparti la responsabilité des offrandes au socle du dieu Ninurta et au trône de la déesse Inanna avec 2 autres hommes, peut-être ses frères. Et, près d'un demi-siècle plus tard, ses fils, Ninurta-Rim-Ili et Ishtar-Kima-Ilia, ont échangé des maisons l'un avec l'autre. Mais si Elizabeth Stone est juste que Ninurta-Rim-Ili est entré dans la maison F seulement en 1721, avec ce document ici, il n'y a aucune raison de supposer que son père y habitait avant son abandon temporaire en 1739. C'est trop compliqué. Mais
Nénoturim, il aurait bien pu amener les tablettes de son père avec lui de quelque autre maison. Quant à qui a été formé dans la maison F, parmi les centaines de tablettes d'exercices survivantes, une seule est signée par son copiste. Un nom qu'on peut éventuellement lire est Letum. Ce nom, avec l'orthographe légèrement différente, El Letum, apparaît comme témoin dans 3 documents juridiques datant de la décennie immédiatement après l'arrêt de l'école, et quand des nouveaux riches achetaient leur place dans l'influence et le pouvoir à la ville. El Letum était un contemporain des fils de Obaba, un goût du prêtre de la déesse Nilil, et un associé d'un homme nommé Atta, qui habitait la maison O du chantier Thébé, à quelques centaines de mètres de la maison F. Ce monsieur Atta a acheté et vendu des bureaux au temple de Utu, le dieu du soleil à Nippur, dans la période après l'invasion des années 1130. Ces hommes ont tous été capables de capitaliser sur l'instabilité de la vie après la guerre. Donc, bien qu'il soit impossible de préciser les individuels qui habitaient et travaillaient à Maison F, dans l'ensemble, c'est une supposition raisonnable que la Maison F ait offert de l'éducation aux fils de familles dont les hommes ont exercé des fonctions dans les grands temples du centre de Nippur et qui ont gagné leurs revenus. Cela explique l'accent autrement inexplicable sur la langue sumérienne, la langue de la liturgie et de la prière, au lieu de la langue akkadienne, celle de la documentation urbaine, domestique et laïque. Et nous avons un bon parallèle de la ville de Sippar, au nord de Babylonie, environ 100 ans plus tard. Ici, comme l'a démontré Michel Tonré, le prêtre principal de lamentation, la Galamach Inanna Mansum, a arrangé pour son fils et son éventuel successeur, Utu, pour être éduqué dans les bases de l'écriture cunéiforme. La maison de Utu a été fouillée par une équipe archéologique de Belgique dans les années 70. On y a trouvé 3 niveaux. Le plus haut représentait la période de l'âge adulte de Utu. Quand il était marié, il servait comme prêtre et il a conduit un procès familial qui était très long, très dur et très compliqué et très triste. Vers l'an 1629, donc un siècle plus tard que la fin de la maison F à Nippur, il y a eu une grande conflagration qui a détruit la maison, tout en conservant la plupart de ses archives intactes là-dedans, y compris les tablettes qu'il y avait essayé de sauver, mais dont il avait été obligé d'abandonner dans la cour. Grâce à cette conflagration et du travail magnifique de Hans Gasch, Michel Tonré et leurs collègues, on connaît des détails extraordinaires de la vie de Utu. Le deuxième niveau de l'excavation belge qu'on voit ici a découvert des traces de la jeunesse de Utu, quand son père était encore vivant. En particulier, on a trouvé dans la cour encore une poubelle de recyclage. On le voit là et là. Et cette poubelle était remplie des exercices écoliers sur des tablettes abandonnées et mi-recyclées. Ces tablettes étaient tellement sans valeur qu'il ne valait pas la peine de les retirer de la poubelle avant de niveler le sol et de reconstruire la maison. Parmi les beaucoup de fragments illisibles, Michel Tonré a pu lire et a pu identifier une 50aine. Rutu a suivi
presque la même course d'enseignement élémentaire que les élèves anonymes de la maison F. Il a commencé avec les exercices simples de créer les coins et des signes sur la surface de l'argile, et peut-être aussi de créer les tablettes elles-mêmes. Puis les listes syllabal alphabet A, c'est presque très similaire à syllabal alphabet B, et tutati est aussi assez proche de tutati de Nippur. Elles lui ont appris de construire des syllabes essentielles et simples, assemblées de partir de 3 ou 4 coins. Ensuite, les noms des choses concrètes, regroupés par matériaux, la liste dite Ura, en fait. Aussi, il écrivait les nombres et les mesures et il pratiquait les calculs simples. Enfin, des phrases entières en sumérien en guise des modèles de contrats juridiques. Utiliser les mêmes 4 types de tablettes qu'à Nippur, Utu a copié des modèles, il a mémorisé des extraits courts, il les a reproduits de mémoire, mais parfois un peu faussement. Contrairement aux élèves de la maison F, il n'a pas pris de littérature sumérienne, jamais. Également, comme eux, il n'a jamais appris à écrire des phrases ou des textes en akkadien, malgré le fait que l'archive entière de la famille a été écrite en akkadien. On reviendra à cette énigme à la fin. Qui était l'enseignant de Utu? D'habitude, les historiens, y compris moi-même, disent que des pères ont enseigné leurs fils, et en particulier à Marie et à Sippo, leurs filles. Mais en ce cas, Michel Tonré l'a proposé que c'était un autre homme que Inanna Mansum, un scribe professionnel nommé Shumumlitsi. Cet homme travaillait pour la famille depuis au moins l'an 1651 jusqu'à 1633. Mais ce n'était pas une question d'une relation exclusive. Quelques jours, il a écrit des tablettes pour une des autres grandes familles de ses parts, et quelques jours, la famille d'Utu a employé des autres scribes eux-mêmes. Néanmoins, Shumumlisi semble avoir été le scribe préféré. Et juste au moment où le jeune Utu a hérité du poste de son père, Shumumlisi a également changé son titre de Dubsa, scribe, à Dumu et Duba, professeur. Peut-être la formation de Utu avait-elle représenté sa première mission de ce rôle. Et maintenant que Utu avait gradué au clergé, il voulait démontrer ce succès pour trouver encore de clients écoliers. Enfin, pourquoi Utu avait-il besoin de savoir lire et écrire en cunéiforme? Il pouvait employer des scribes professionnels pour faire ce travail. Bien sûr, il voulait les surveiller et les contrôler et les vérifier. Mais, comme Michel Tonré l'a suggéré, ce n'était pas seulement une question pratique. Car, dans le niveau archéologique supérieur de la maison de Utu, ce qui date de son âge adulte, on a trouvé un groupe très serré de tablettes que vous voyez ici, qui devaient à l'origine être stockées ensemble dans une boîte. Tonré a nommé cette boîte « the special box », la boîte spéciale, car chaque tablette de ce groupe, même si ce sont tous des documents administratifs mondains, porte le nom d'un de ses ancêtres, son père, ses oncles, ses grands-pères, etc., pendant 4 générations. Tonré a proposé que Utu a choisi de retenir cette tablette précisément pour des raisons sentimentales. Elle lui était précieuse non pour le contenu administratif, mais parce qu'elle représentait une archive de souvenirs, de mémoires,
une archive qui n'aurait eu aucune valeur pour ces scribes. En bref, au cours des dernières 20 années, on a construit une image riche et variée de la formation en cunéiforme dans les villes de la Babylonie. Des jeunes étaient enseignés dans les maisons de leurs professeurs ou dans leur maison familiale. Certains sont devenus des scribes professionnels à leur tour, mais d'autres ne voulaient que lire, écrire et calculer à un niveau plus bas. L'accent de ce programme formel était sur l'acquisition de la langue sumérienne en lisant et copiant, en mémorisant et reproduisant des textes très standardisés. Au niveau supérieur, aussi, il y avait un élément nostalgique qui reflétait un temps antérieur de rois judiciaires guidés par des déesses et soutenus par des scribes loyaux et capables. Mais cette formation n'avait pas suivi le temps changeant, car maintenant la plupart des documents quotidiens étaient écrits en akkadienne. Presque tout ce que j'ai déjà dit, ce sont de vieilles nouvelles. On peut les trouver, tous ces témoignages, toutes ces idées, et bien d'autres encore, dans les livres et dans les articles qui sont déjà publiés, parfois depuis longtemps. Mais maintenant, je voudrais vous parler des véritables nouveautés, pas encore publiées, qui viennent d'un projet archéologique au sud de l'Irak, dont je suis l'épigraphiste. Au cours des 5 dernières années, une équipe archéologique britannique irakienne et dirigée par Jane Moon, Robert Killick et Stuart Campbell à l'Université de Manchester a fouillé un petit site rural à environ 20 km de la ville d'Ur, d'origine dans les marais babyloniennes. À Tel Heber, les archéologues ont découvert un grand bâtiment institutionnel juste sur la surface du Tel. Et on peut le voir ici, j'espère, vous voyez. Sans fouiller, on peut le voir avec les photos aériennes. Il y a un bâtiment juste sur la surface, et pendant les pluies et les inondations de printemps, on comprend qu'on a situé ce bâtiment assez haut pour éviter les eaux. Et on voit, mes photographies, on voit, il était important d'être assez élevé. Au coin sud de ce grand bâtiment, on a trouvé 2 ou 3 chambres dont les sols étaient couverts de tablettes. Je vous montre le plan d'il y a 2 ans parce que cela représente le niveau des tablettes. Depuis, les archéologues sont descendus plus bas sur les murs et sur les sols que vous voyez ici. Ces murs n'existent plus. On y a découvert approximativement 150 tablettes en tout, pendant 4 saisons de fouilles. Et les archéologues ont documenté les endroits exacts des objets trouvés. 3 poubelles de recyclage, découvertes dans les mêmes chambres des tablettes, ont démontré qu'on traitait d'une véritable suite d'archives. Les tablettes ont été créées et conservées dans ces chambres. Il était même possible de reconstruire les positions de leurs conteneurs à long des murs. Donc, la plupart des tablettes, vers 122 d'elles, constituent les restes d'une archive agricole à la langue akkadienne. Cette archive documente le travail de récolte de 10 fermiers individus
chaque personne nommée chaque fois, et encore beaucoup d'autres gens qui leur aidaient. Ces gens n'étaient pas d'ouvriers agricoles. Excusez-moi. Ces gens n'étaient pas des ouvriers agricoles, mais ils travaillent normalement dans plusieurs professions pratiques, et on verra. Mais ensemble, ils ont été chargés de faire la récolte d'orge et de l'engranger, apparemment dans ce grand bâtiment, jusqu'à ce qu'elle soit emportée au palais, comme disent les tablettes. On a réservé une partie de la récolte, par ailleurs, pour payer les travailleurs en orge et en farine. Le bâtiment, on a découvert cette année, était protégé par une cohorte de soldats auxiliaires. Et le bâtiment lui-même était assez grand et assez haut, si pas élégant, à être bien en évidence dans la campagne toute plate autour de lui. Le bâtiment était vraiment un bâtiment royal. Une fois humain, en fait, 4 femmes de palais l'ont rendu visite, en apportant le tailleur avec elles. Malheureusement, nous ne connaissons pas où se trouvait ce palais. En effet, nous ne connaissons même le nom ancien de Tel Heber. Mais les dates sur quelques tablettes nomment, comme vous voyez, Ayadara-Galama, un des rois du pays de la mer, qui régnait sur les marais au sud de Babylonie vers 1500 avant. Vous souvenez-vous que Samsuiluna, le fils de Hammurabi, avait brièvement perdu la ville de Nippur en 1739. Seulement 7 ans plus tard, il a perdu définitivement toute la région méridionale de la Babylonie. Un nouveau roi, un Illumaili, qui est devenu le fondateur d'une nouvelle dynastie. Cette dynastie restait gouverneur des marais, les pays de la mer, jusqu'à la conquête par les Kassites vers le milieu du XVe siècle avant. Ces dates sont toutes approximatives, car avant ces fouilles à Tel Heber, on n'a découvert aucune preuve archéologique contemporaine de ces rois. Il n'y avait que quelques références tardives et vagues, et plus récemment des tablettes de fouilles clandestines. Les historiens pensaient en général qu'il était un temps sans écriture, sans gouvernement effectif, même un peu non civilisé. Donc, c'était déjà une belle surprise à découvrir une archive à la campagne profonde qui démontrait une économie palatiale et bien documentée. Puis, l'année prochaine, ce sont les murs ici et les poubelles ici et les couleurs correspondent à des textes de genre. Donc, on a les tablettes d'archives autour en groupe autour des murs, puis aussi les tablettes d'écoliers ici. Seulement une vingtaine. Mais c'était une grande surprise parce que c'était contre toutes les règles. On a pensé toujours que la formation babylonienne avait lieu seulement dans les maisons urbaines, jamais dans les entrepôts ruraux. Et bien que la plupart des tablettes d'archives aient eu des découvertes intactes, celles-ci n'étaient que des petits morceaux. Elles semblent avoir déchiré, puis jeté dans la poubelle pour se recycler. Puis, quelqu'un a vidé la poubelle, balayé les fragments au coin et les a oubliés. Ces tablettes sont très endommagées, mais elles contiennent, autant je peux les lire, des exercices très proches de celles de Urutu. Il y a des exercices simples en former les coins cunéiformes, en construire des signes syllabes et en mémoriser les mots de la série Ura, surtout les métaux, des pierres précieuses
et des animaux exotiques, les loups, les éléphants, les choses comme ça. En autres mots, quelqu'un était en train de mémoriser les noms des choses qu'il n'aurait jamais vues dans une langue que personne ne parlait plus et dont il n'aurait jamais besoin. Comme à la maison F à Népal, on voit des éléments de nostalgie et de l'aspiration à appartenir à un cadre scribal prestigieux qui était loin de son réalité quotidienne parmi l'âge et les travailleurs agricoles. Qui était ce rêveur? L'archive nomme 2 scribes professionnels, un certain Mayashu, on voit ici, et un Atanach Eli. On voit ici les professions des autres professions. Et notez bien aussi les deux hommes nommés Elikam. Donc, il est tout probable que cet individu, cet rêveur, soit l'un ou l'autre, ou peut-être un fils ou un apprenti. Puis, la dernière année, au présent, j'ai découvert qu'il y avait aussi à Tel Heber des gens qui n'ont jamais reçu de formation formelle en cunéiforme, mais qui ont écrivé néanmoins. Par exemple, un des vingtaines autres de paiement a été écrit par un remplacement de Atanach Eli, le scribe, mais cette personne ne savait pas écrire le mot kubabar, argent, ni le nom du récipient, ni l'un des verbes toujours utilisés dans ce genre de texte. Peut-être cet incapable était-il l'apprenti anonyme qui voulait pratiquer des textes réels. Il y en a 2 comme ça. Mais il y a aussi des lettres en acadienne, des personnes en autorité qui ont écrit aux 2 scribes. Ces gens, dont il y avait 3 ou 4, le Atanach Eli inclus, ils ont dit aux scribes qu'ils devaient faire. Ils donnaient des nouvelles pendant leurs absences. Ils les ont réprimandés comme ici quand ils ont commis des erreurs. Ils semblaient souvent en colère, ces gens. Ceux-ci n'étaient pas des apprentis, mais des patrons. Mais leurs lettres sont pleines d'erreurs d'écriture et d'orthographie. L'un d'entre eux, cet Ahi Elikam, ne savait pas même écrire son propre nom. On voit ici, on le connaît seulement parce que les scribes savaient l'écrire correct. Mais il ne semblait pas s'en soucier. Peut-être comme le prêtre Utu Asipa, ils ont reçu une formation très élémentaire en cunéiforme, peut-être jusqu'aux listes de syllabes utiles, mais ils ont tout oublié. Donc, pour conclure, il y avait des niveaux multiples de compétences en cunéiforme à l'époque paléo-babylonienne. Les scribes professionnels devaient apprendre non seulement des compétences pratiques, en effet, leur formation n'était pas du tout pratique. Plutôt, ils apprendraient comment devenir membre d'une communauté scribale, à la fois nostalgique et fière. Mais à quoi servait-elle cette formation, intrinsèquement impraticable et concentrée en grande partie sur la langue morte sumérienne? Regardez les gens comme Utu Asipa et Ahi Elikam à Tel Heber, qui savaient assez de cunéiforme pour passer dans leur vie professionnelle et familiale. Si des hommes comme cela voulaient, ils pouvaient facilement vivre sans les scribes, écrivant ses propres documents,
n'utilisant que des signes et des mots quotidiens en acadien. On aurait facilement réformé le programme d'études vers la langue acadienne. Mais il y avait une valeur sociale pour les scribes et pour le patron aussi, à conserver le statu quo. Les patrons étaient trop occupés, trop importants pour écrire, tandis les scribes croient qu'ils n'écrivaient pas simplement des documents mondains pour le patron. En vérité, ils pensaient, ils travaillaient pour les dieux et le roi, défendant l'ordre social depuis longtemps. Une formation mal adaptée convenait aux deux groupes à la fois. Mais cet équilibre ne durait pas toujours. La semaine prochaine, on va considérer ce qui s'est passé après et les causes possibles de cet effondrement. Merci à tous. Merci beaucoup, chère Éléonore, de nous avoir à la fois donné une synthèse de travaux plus anciens et puis de nous avoir partagé tout ce que tu es en train de publier et qui est tout à fait intéressant. Alors, j'avais une première question, mais je la garde pour la semaine prochaine. Pourquoi la fin se situe en 50 avant Jésus-Christ? Mais je suppose que c'est quelque chose dont tu parleras la semaine prochaine. Hein. Tu nous as mis 3000 avant Jésus-Christ jusque 50 avant Jésus-Christ. Donc j'imagine que c'est une question sur laquelle tu reviendras la semaine prochaine. Oui, voilà. Donc on va pas anticiper. À propos de Tel Heiber, il y a un petit détail qui m'a intrigué concernant le document agricole que tu nous as présenté, parce qu'on voit que ce sont les cultivateurs qui reçoivent du grain, et quand on regarde voilà, celui-ci, voilà. Et quand on regarde le mois, c'est le mois 8. Et donc je me suis demandé, est-ce que c'est pas au contraire la redistribution des semences pour préparer plutôt qu'une récolte, pour préparer les prés, les semailles, quelquefois on dit que ce sont de grains vieux. Donc qui proviennent d'une récolte antérieure. Oui. Très bien. Seulement un quart des tablettes sont datées, mais ils se groupent dans le printemps et dans l'automne. Et pour le reste de l'année, je pense que les gens faisaient des choses autrement. C'était seulement des 10 fermiers, et tous les autres, les laveurs, les chefs, les héros, ils faisaient des autres choses. Évidemment, le problème, c'est qu'on n'a que des restes. Hein. De même que les archéologues ne retrouvent que des ruines, les épigraphistes n'ont que les miettes de ce qui a existé. Est-ce qu'il y a quand même une idée sur l'institution qui pourrait avoir occupé ce bâtiment tout à fait important? Comme j'ai tenté à suggérer, c'était vraiment un grand bâtiment. Et moi, je pense maintenant qu'il était un bâtiment du palais, parce que j'ai découvert ce printemps qu'il y avait des soldats là-dedans. Et donc, je pense qu'ils gardaient l'âge. Et c'était le palais qui avait construit ce bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment joli, c'est très, très laid. Et tous les choses là-dedans sont très laides, très crues, grosses. Il n'y a pas de choses jolies ou choses bien faites. Ce sont tout bien. Mais c'était un grand bâtiment.
bon, sur la colline, sur la campagne plate, et tout le monde pouvait le voir. C'était un bâtiment important et peut-être plus grand pour sa fonction. C'était c'était très important. Le bâtiment disait « Regardez-moi, je suis un bâtiment important ». Je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce que depuis le temps que les archéologues disent il faut arrêter de fouiller les centres des villes avec les temples et les palais, et c'est vrai que les campagnes sont les grandes absentes du monde mésopotamien. Donc là, on a quelque chose qui permet de compléter l'image. Oui, exactement. Et maintenant, les archéologues voulaient travailler sur les endroits assez petits à cause de l'argent et du temps, etc. Et donc, j'espère qu'on verra, on découvrira des faits plus en plus de la campagne en Babylonie. C'est très intéressant. Et je pense aussi qu'on va trouver qu'on a utilisé l'écriture presque partout. S'il y avait des tablettes ici, dans ce bâtiment, je suis sûre qu'il y avait des tablettes autour, dans tous les petites ailes.